Je vais accueillir nos 3 intervenants. Ils sont vraiment les chevilles ouvrières, hein, de ce certificat. Vous aurez l'occasion de les rencontrer, si vous vous inscrivez, à la rentrée. Alors tout d'abord Véronique Servet. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Donc, de votre côté, vous avez fondé avec Bénédicte de Villers le certificat en médiation animale et relations à la nature il y a une dizaine d'années. Vous êtes psychologue de formation et titulaire d'un doctorat en arts et sciences de la communication. Vous enseignez notamment l'anthropologie de la communication aux étudiants de la faculté de sciences sociales de l'Université de Liège et vous y occupez en parallèle la fonction de vice-doyenne à la recherche. Donc, vous êtes très impliqué en recherche. Alors, dans le cadre de votre doctorat, vous avez étudié l'effet thérapeutique des dauphins sur les enfants autistes. Et donc déjà là, vos recherches ont permis de mieux comprendre l'impact positif que peuvent avoir les animaux sur la santé mentale et physique des êtres humains. Et vous travaillez aujourd'hui sur les relations entre les êtres humains et les êtres non humains, que sont les animaux et la nature. Et vous êtes impliqué dans plusieurs projets de recherche multidisciplinaires. Bénédicte de Villers, notre deuxième intervenante, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Alors de votre côté, vous êtes docteur en philosophie. Hein, vous voyez qu'on a des parcours différents parmi nos intervenants. Vous disposez d'une formation doctorale en anthropologie de la communication homme-animal de l'Uliège. Vous avez pratiqué la médiation animale dans une association pendant une dizaine d'années, donc vous êtes une praticienne. Vous avez mené des recherches aussi sur la médiation animale au sein de différents milieux, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les associations. Vous vous intéressez aussi à la thématique des violences et en particulier au lien entre la violence domestique et la maltraitance animale. Aujourd'hui, vous travaillez dans une institution pour personnes en situation de handicap à Bruxelles et c'est vous qui assurez la coordination administrative et pédagogique du certificat. Donc, c'est vers vous qu'on peut se tourner pour toutes les questions d'ordre pratique et au sujet des cours. Vous êtes aussi membre de l'organe d'administration de l'AMAT, qui est la Fédération professionnelle des intervenants en médiation animale en Belgique, et vous organisez aussi des supervisions individuelles et collectives en médiation animale. Et vous assurez avec votre chien des accompagnements de personnes en situation de traumatisme. Et j'en viens à notre troisième intervenant, Patrick Guillemot, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à chacun. Bonsoir. Salut. Alors, de votre côté, vous êtes hypothérapeute. Vous êtes aussi responsable du centre d'hypothérapie de Louvain-la-Neuve, que vous avez dirigé pendant 28 ans. Vous formez des hypothérapeutes depuis le début des années 2000, donc. Votre travail s'appuie sur les connaissances scientifiques appliquées au cheval et est nourri de différentes approches du mouvement et de la relation. Vous enseignez par ailleurs des programmes de réduction du stress basés sur la pleine conscience et vous êtes actuellement président de la MAT. Alors, merci à vous trois d'être présents. Bien, sans plus attendre, je vous passe la parole puisque c'est vous qui allez mener le jeu. Je reviendrai pour la séance de questions-réponses. Merci beaucoup, Séverine. Eh ben, bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, donc, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de partager. J'ai préparé une présentation, donc je vais partager ma présentation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, donc, comme le propose Séverine, par une présentation générale un peu du certificat et puis aussi du programme qui est proposé dans le certificat. Et puis après, on passera en gros aux questions. Donc, je vais commencer par partager. euh, partager mon écran et en espérant que... Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez ma présentation? Très Ça bien. fonctionne Oui, très bien. parfaitement. Oui, super. Ok, parfait. Donc moi, je vous vois aussi. Très bien. Donc on va commencer. Alors Patrick et Bénédicte, n'hésitez pas à m'interrompre ou à ajouter des choses si je ne suis pas complète parce que je ne serai sans doute de toute façon pas tout à fait complète. Donc n'hésitez pas soit à lever la main, soit à m'interrompre parce qu'en fait là je ne vous vois pas euh, puisque étant donné la façon dont le système
se présente, je ne vous vois pas à l'écran. Donc n'hésitez pas tout simplement à intervenir, à ouvrir le micro et à intervenir pour ajouter quelque chose, ça sera aussi plus vivant. Donc comme Séverine l'a dit en commençant, donc la formation, elle a débuté il y a 10 ans maintenant et on l'a ouverte avec Bénédicte, et à l'époque, il y avait aussi Laurence Farine qui était on va dire, dans les organisatrices. Laurence est toujours actuellement dans les intervenants au sein du certificat, mais disons qu'elle avait beaucoup d'autres occupations et elle a quitté les fonctions au niveau de l'encadrement pédagogique, mais elle a quand même été une cheville ouvrière importante de la conception, en fait, lors de la conception du certificat. Alors pendant 8 ans, hein, jusqu'en 2023, on a été certificat d'université en médiation animale et relations à la nature. Et il y avait conjointement, enfin par ailleurs, je dirais, à l'université de Louvain-la-Neuve, un autre certificat d'université qui était un certificat d'université. Alors Patrick, l'intitulé exact, peut-être me corrigeras, mais en gros, c'était un certificat d'université en hypothérapie. Et puis, il y a 2 ans, l'université de Louvain-la-Neuve n'était plus aussi intéressée, je veux dire, à poursuivre l'organisation de ce certificat. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Patrick, qui était le principal, Patrick Guillemot, qui est donc le principal organisateur, en fait, responsable pédagogique de ce certificat, on nous a contactés, on s'est vu, on a discuté et on a conçu un certificat, une nouvelle formule qui implique maintenant alors 2 options, 2 orientations qui sont appelées volets dans le programme de cours. Un volet médiation animale et relations à la nature, et un volet médiation équine. Et vous verrez, on en parlera aussi un peu tout à l'heure, que les conditions en fait d'admission à ces 2 volets sont un petit peu différentes, puisque pour intégrer le volet médiation équine, il faut avoir suivi au préalable en fait des séminaires organisés par la ferme équestre à Louvain-la-Neuve, mais ça, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard quand on abordera les conditions d'admission. Donc je vais peut-être revenir, dire 2 mots sur la philosophie qui a présidé en fait à la création du certificat il y a 10 ans, quand on l'a élaboré, quand on a élaboré son programme avec Laurence Farine et Bénédicte de Villers. Notre idée, c'était, comme indiqué ici, c'était vraiment de former des personnes à concevoir, critiquer et développer des dispositifs de mise en relation entre des animaux et des bénéficiaires, des animaux ou la nature et des bénéficiaires, et de mêler à ça des cours pratiques et des cours théoriques, d'avoir quand même un fort apport de connaissances scientifiques. Comme vous le verrez, il y a pas mal, tous nos intervenants sont en fait, presque tous sont des docteurs, donc des gens qui possèdent un doctorat, qui font de la recherche, ou des praticiens qui ont une longue expérience. Et donc, il y avait vraiment cette volonté d'inclure des connaissances scientifiques dans la formation, mais aussi de l'expérience en première personne. Donc, on essaye de coupler les 2. Et puis, comme je le disais, voilà, aujourd'hui, elle a 2 options, hein, l'option médiation équine et l'option médiation animale et relations à la nature. Alors, globalement, à qui est-ce qu'elle s'adresse? L'idée, c'est qu'elle s'adresse à toute personne formée préalablement à la relation d'aide ou de soins, ou à l'accompagnement psychosocial, ou éducatif, etc. Donc ça veut dire, et ça j'y reviendrai peut-être encore tout à l'heure, mais c'est important, qu'on n'assure pas la formation de thérapeute ou d'intervenant psychosocial. C'est pas du tout ça qu'on fait, mais on travaille avec des gens qui sont déjà préalablement engagés dans une profession, et on les accompagne à l'insertion, enfin à la création, à l'élaboration d'un dispositif dans lequel ils vont intégrer des animaux ou la nature.
Elle s'adresse à des personnes qui sont titulaires, alors en principe, oui, qui sont titulaires d'un diplôme de 3e cycle, c'est-à-dire de 2e cycle, c'est-à-dire d'un diplôme soit universitaire de bachelier ou non universitaire de bachelier, mais dans ce cas, on demande une expérience professionnelle utile. Et dans tous les cas, tout ça est jugé sur base du dossier, évalué sur base du dossier. On reviendra aussi tout à l'heure aux conditions d'admission. Donc, la philosophie générale de l'information, comme je le disais, c'est vraiment d'outiller des praticiens de la relation d'aide ou de soins ou pédagogiques pour insérer des animaux ou la nature dans leur pratique. On ne fait pas de formation à la thérapie, même si, bien entendu, on reçoit des gens, on réfléchit évidemment sur la façon, sur les effets, sur ce qu'apporte un animal dans une situation d'aide ou de soins, mais nous, on ne forme pas des thérapeutes et on est vraiment bien clair là-dessus. On est également ouvert à différentes approches thérapeutiques. C'est vrai, c'était vraiment très important pour nous à l'époque où on a conçu la formation. C'est-à-dire que c'est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a évidemment beaucoup de façons d'introduire des animaux dans un dispositif de soins. Si vous faites de l'ergothérapie et que vous travaillez avec un animal pour travailler surtout la rééducation, si vous faites de la psychothérapie et que vous travaillez avec un animal, surtout pour travailler sur le relationnel, sur la confiance, sur des dimensions beaucoup plus, sur l'espace personnel, enfin sur des dimensions beaucoup plus psychologiques. Bon, dans les deux cas, on travaille avec un animal, on introduit un animal dans un dispositif de soins, mais les pratiques sont évidemment très différentes. Nous, on n'est vraiment pas là pour dire qu'il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Donc, on a d'emblée souhaité avoir une approche très ouverte de ce point de vue. Et on a aussi d'emblée souhaité ne pas adhérer à une approche thérapeutique déterminée. On n'a pas une approche psychanalytique ou on n'a pas une approche de la thérapie Gestalt ou on n'a pas en particulier une approche de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc voilà, on ne va pas enseigner une approche thérapeutique particulière, mais les intervenants qui vont intervenir dans le certificat, ils ont évidemment chacun leur approche, donc il y a une diversité. Alors, une autre caractéristique de la formation, c'est une grande attention portée au bien-être animal. Et ça, je crois que tous les participants des années précédentes en témoignent. Il y a vraiment cette volonté, puisqu'on voit que ces pratiques se développent, oui, qu'elles augmentent en nombre, hein. Évidemment, c'est quand même très important de veiller à éviter que ces pratiques qui font intervenir des animaux ne soient pas des exploitations supplémentaires des animaux et donc où les animaux ne soient pas utilisés comme des instruments pour faire céder un symptôme ou que sais-je. Donc il y a une grande attention portée au bien-être animal et une grande attention portée à comment est-ce que je pratique avec un animal? Qu'est-ce que je fais et comment je fais pour pratiquer avec un animal? Autre chose qui est important aussi dans la formation, c'est la réflexivité, c'est-à-dire que vraiment, je crois que les participants en témoignent de ça aussi, c'est qu'on amène les participants, et ils y contribuent évidemment, hein, à réfléchir sur leurs pratiques et à réfléchir sur leurs pratiques, qui évidemment, y compris la pratique qui concerne les animaux, hein, qui fait les pratiques d'introduction d'animaux dans un dispositif d'aide ou de soins, et à rester en réflexion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment au cours de la formation qui dure 2 années, il faut bien ça en fait pour intégrer progressivement tout ce qui est tous les contenus et toutes les approches qui sont proposées. Et au cours de ces des années, les participants témoignent du fait que ils développent vraiment une grande attention à leur propre pratique. Et celle-là, on espère qu'elle va continuer évidemment au-delà de la formation. Et puis, c'est aussi une formation multidisciplinaire. Comme vous le verrez aussi, on va mobiliser pas mal de disciplines, depuis la philosophie, l'anthropologie, la psychologie bien sûr, l'éthologie bien entendu, un peu de physiologie,
de l'histoire, du droit. Donc, il y a aussi vraiment cette volonté d'amener un ensemble de connaissances pour envisager de façon globale aussi notre rapport à l'animal, enfin, ou aux animaux et à la nature. Il y a aussi toute une réflexion en fait qui est menée au sein du certificat là-dessus, en fait, sur notre rapport aux animaux et à la nature, notre rapport en tant qu'individu, mais aussi en tant que société, en fait. Il y a aussi la dimension plus collective. Ah, donc, je vous le disais, ben, des intervenants variés, avec des profils extrêmement variés. Ici, j'ai fait la liste de nos intervenants. Je ne vais pas tous les passer en revue, hein, mais juste pour dire que voilà, certains sont vétérinaires, d'autres éthologues, comportementalistes. Vincent Chapeau, c'est un juriste. Fabienne Delfour, c'est aussi une éthologue. Vinciane Depré, je ne sais pas s'il faut la présenter, enfin, elle est philosophe. Bénédicte, Jérôme Anglebert, il est aussi psychologue, Laurence Farine, psychomotricienne, Patrick Guillemot, on vient de le présenter, Vanessa Ibsen, directrice d'une ASBL, donc c'est aussi une praticienne. Guillemette Lauters, c'est une biologiste qui travaille dans l'accompagnement du changement de relation à la nature. Charnel Leconstant, docteur en psychologie, psychothérapeute. Donc, voilà, donc il y a parmi tous ces gens, donc beaucoup d'entre eux sont des universitaires, des chercheurs, et d'autres sont des praticiens qui ont une longue expérience du travail avec, avec les animaux. Véronique, avant Oui, d'aller plus loin, oui, il y a dans le chat deux questions de vocabulaire. En fait, tout le monde n'est pas familier des termes qui sont utilisés. Et donc, il y a une demande d'explication de ce qu'est l'hypothérapie et de ce qu'est l'éthologie. d'accord, ok. L'hypothérapie, je laisserai Patrick répondre parce qu'il doit, je pense qu'il donnera la définition la plus juste qui soit. Enfin, on pourrait dire que c'est une pratique thérapeutique avec des chevaux, l'hypothérapie. Pratique thérapeutique avec des chevaux. Patrick, tu me corriges si Parfait, c'est pas parfait. OK, parfait, merci. Non, je vais quand même préciser que le terme hypothérapie est très générique en Belgique. Il est compris différemment dans des pays comme la France. Je pense que la Suisse aussi met des distinctions particulières. Mais parce que en France, par exemple, on distingue une approche plus de type kiné sous le nom de hypothérapie et une approche, disons, plus globale d'accompagnement thérapeutique assisté du cheval par le terme équithérapie. Mais ce sont des nuances qui ne sont pas aussi présentes en Belgique. Donc ta définition était parfaite. D'accord. Voilà, donc c'est un travail de soins, en fait, avec des chevaux. Et Quant au l'éthologie? terme éthologie, lui, pardon, c'est l'étude du comportement animal, en fait, l'éthologie. L'étude du comportement animal dans une perspective évolutive. C'est l'étude biologique du comportement animal, donc c'est pas exactement de la psychologie animale, mais c'est essayer voilà, d'étudier, de comprendre le comportement animal. Donc ça s'adresse aussi bien aux animaux sauvages qu'aux animaux domestiques. Et nous, ici, on s'intéressera plutôt à l'étude du comportement des animaux domestiques, chiens, chevaux, chats, un petit peu, notamment. Est-ce que c'est plus clair? Oui, Oui, je vous en prie. oui, bonjour. En fait, je me présente, je m'appelle Lisa. Et en fait, je m'intéressais à la médiation animale pour plus tard. Je suis en études encore, mais en fait, j'aimerais bien faire peut-être équicienne ou médiatrice animale, mais ça m'intéresserait beaucoup. J'avais plusieurs questions. En fait, c'était est-ce que parce que je suis en bac pro et là, je suis en terminale. Est-ce que un bac pro suffirait ou est-ce qu'il faudrait encore un BTS ou quelque chose comme ça pour tout ce qui est la médiation animale, l'équicie, le truc. Voilà, Ok, voilà. ok. On va peut-être garder cette question-là pour après, parce qu'on va Ok, envisager on aura un petit moment où on parlera des conditions d'admission. Donc, si vous voulez, vous oui, pourrez revenir avec votre question à ce moment-là. Je vous ça invite à marche. déposer vos questions dans le chat de manière à ce qu'on les groupe parce que, évidemment, les conditions d'admission, etc., ça taraude beaucoup de personnes qui sont présentes à cette séance. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions et on les balayera dans la seconde partie comme le propose Véronique.
Voilà. Parfait. Donc voilà, donc je vais continuer. Oui. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter un petit peu le programme en fait du certificat. Donc je l'ai dit, c'est 2 années, hein. Et pour la petite histoire, auparavant, on l'organisait sur 1 an. Mais en fait, 1 an, c'était un peu court parce que, bah, 1 année, ça passe vite et le retour qu'on a eu des participants, c'est c'est que ça allait trop vite et ils n'avaient pas vraiment le temps d'assimiler, de mettre en pratique et de vraiment, digérer, en fait, toute la matière qui était donnée et que finalement, il fallait bien 2 ans pour ça. Et donc après les 2 premières années d'organisation, on est passé à une organisation sur 2 ans, enfin 2 ou 3 premières années, je ne sais plus exactement. On est passé à une organisation sur 2 ans et le nombre de crédits a aussi un petit peu augmenté, en fait. Donc aujourd'hui, voilà comment se présente, le programme. Donc alors à l'université, on compte, en crédits, c'est comme ça qu'on, bah, qu'on organise nos programmes, d'études. Et donc, c'est une formation qui fait 14 crédits. Ça veut dire quoi? En fait, un crédit, on considère que c'est 24 heures de travail. Hem, et donc, ici, les crédits correspondront, souvent, en fait, à 24 heures, de cours. Et parfois, il faut savoir que parfois, il y aura quand même aussi, en plus, un peu de travail, à la maison. Mais tout ça, on va vous l'expliquer. Et donc parmi ces 14, crédits, il y a 9 crédits de cours et puis, il y a un stage de 40 heures et puis il y a un travail de fin de formation qu'on a évalué à 3 crédits parce que c'est quand même pas mal de boulot, en fait, ce travail de fin de formation et qui arrive à l'issue des 2 années de la formation. Et parmi les cours donc qu'on dispense, donc encore une fois sur 2 années, il y a donc un tronc commun qui est commun aux 2 options, l'option, médiation équine et l'option médiation animale et relations à la nature. Et puis il y a des cours d'options qui sont spécifiques à chaque, option, pour, 4 crédits. Donc vous voyez que c'est à peu près plus ou moins réparti, moitié-moitié en fait. Il y a un petit peu plus de cours de tronc commun, que de cours d'options. Alors pour les cours de tronc commun, tout le monde est réuni, c'est-à-dire que le nombre de participants, c'est, u un peu plus d'une vingtaine de participants pour l'option médiation animale et relations à la nature et Patrick, c'est 16 je pense, 18, j'hésitais entre 16 et 18, 18 participants pour l'option médiation équine. Donc ça fait, une quarantaine de personnes en fait pour les cours de tronc commun et puis dans les cours d'option, bon chacun est réparti, enfin le groupe est scindé alors en 2 et vous voyez qu'il y a aussi un peu à peu près, hein, on a essayé d'avoir un équilibre aussi entre des cours, théoriques et des cours pratiques où c'est à peu près, moitié, moitié-moitié. Et puis comme je le disais, il y a un stage de 40 heures sur place et puis on a compté, 8 heures pour la rédaction du rapport de stage. Alors le programme, je vais le déplier un petit peu, je vais essayer que ça ne me prenne pas trop de temps. Bon, il est disponible aussi sur le site de l'université, mais il s'organise en modules, en fait. Donc et chaque module, aborde un peu une thématique, qui nous paraît, importante. Après, je vais faire le détail de tous les modules. Il y a un module, le premier module, c'est une introduction à l'éthologie animale, donc à l'étude du comportement animal. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand on veut travailler avec des animaux, bah, il faut les connaître, il faut savoir les regarder, il faut comprendre leur comportement, comprendre, ce qu'ils font, pourquoi ils agissent de la façon dont ils agissent, comprendre leurs besoins. Ça, c'est évidemment, très important. De telle sorte de ne pas, les mettre dans des situations, difficiles, dans des situations de mal-être, et cetera. Donc il y a tout un crédit, de cours consacré à l'éthologie, hein, donc avec notamment des petits exercices, pratiques
Et puis, il y a un deuxième module qu'on a intitulé Agir dans le respect, pratique des interactions avec les animaux. Donc là, il y a vraiment l'idée de comment je fais pour travailler avec mon animal en le respectant. Je vais détailler tout ça. Hein. Le module 3, les, on l'a intitulé Les structures qui nous relient aux animaux. Là, c'est l'idée de comprendre, au fond, si je veux travailler avec des animaux ou la nature, hein, c'est quoi la relation en fait qu'on a avec les animaux et la nature en tant que société? Donc ici, il y a une dimension un peu plus sociale et de la réflexion et plus philosophique aussi. Et puis il y a le module 4, c'est sur les dispositifs de médiation animale et leur évaluation. Là, on va s'intéresser précisément aux dispositifs qu'on met en place hein, quand on veut faire de la médiation animale. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et puis, comment est-ce qu'on peut évaluer, en fait, ce qu'on a mis en place? Le module 5, c'est où on va essayer de s'intéresser à ce qui se passe, au fait, au sein de ce qu'on appelle des espaces de médiation, qui sont des lieux où on travaille avec des animaux, essayer de comprendre ce qui s'y passe, comment s'assurer qu'on collabore avec les animaux plutôt qu'on les utilise, par exemple. Et puis, il y a un module 6 qui, lui, est différent pour la médiation animale et relations à la nature et pour l'option médiation équine, où là, dans l'option Marne, en fait, là, ça va être vraiment 2 crédits consacrés à la relation à la nature. Donc là, on n'est plus sur les animaux, on est beaucoup plus sur la nature. Puis il y a un crédit qu'on a appelé ouverture pratique et partage d'expérience, où là, c'est un ensemble de cours où ce sont des praticiens qui viennent témoigner de ce qu'ils font. Donc, on a essayé d'avoir des choses des pratiques assez diverses et variées. Et puis, il y a toute une série de cours, en fait, qu'on a appelé pratique réflexive et analyse de situation professionnelle. Là, c'est vraiment l'idée de réfléchir à sa propre pratique, d'analyser des situations professionnelles, de faire et aussi de la supervision de situations professionnelles. Donc ça arrive la deuxième année. Et puis un stage et un travail de fin de formation. Donc, si on veut aller un tout petit peu plus en détail dans tout ce programme, on revient au module 1, introduction à l'éthologie animale. Vous voyez, bon, il y a de la biologie de l'évolution, c'est-à-dire peut-être nous rappeler quand même que nous autres, les humains, on est aussi des animaux, qu'on est issus d'une longue histoire évolutive, et ça vaut la peine quand même de se rappeler ça, hein, comme point de départ, qu'on est des primates parmi les primates, des humains parmi les autres vivants, et que ça fait de nous, qu'on a une parenté en fait avec les autres animaux. Et puis il y a un cours d'éthologie sociale de Fanny Broadcom. Là, c'est vraiment une introduction. Hein. C'est quoi l'éthologie en fait? C'est quoi? Comment est-ce qu'on étudie le comportement des animaux? Et une introduction aux méthodes. Comment est-ce qu'on fait pour observer des animaux de façon scientifique? Il y a un cours sur les organes d'essence chez les mammifères domestiques, le chien, le chat, le cheval, en rapport avec le comportement, qui est donné par quelqu'un de la faculté de médecine vétérinaire. Là, ça permet de comprendre qui sont en fait ces animaux domestiques, chien, chat, cheval, comment est-ce qu'ils perçoivent le monde autour d'eux, parce que c'est quand même extrêmement important. Et puis, un cours d'éthologie spécialisée sur le chien, donné par Fabienne Delfour. Des exercices pratiques d'observation éthologique qui sont donnés par Fanny, où là, les étudiants vont aller sur le terrain, observer leur chien, leur cheval, ou un cheval qu'ils connaissent, ou un autre animal, éventuellement un chat, un mouton, une vache, enfin, c'est ouvert, hein, mais où mettre en pratique en fait l'observation des animaux. Donc ça, c'est le module 1. Le module 2, agir dans le respect, pratique des interactions avec les animaux. On a un tronc commun qui est un cours de 3 heures, qui est donné par la philosophe Vinciane Depré, je pense que beaucoup de gens ici connaissent, où elle va un peu, son cours varie un peu d'une année à l'autre, elle s'ajuste aussi aux questions des participants, mais c'est un peu poser la question, au fond, qui sont les animaux pour la philosophie? Comment est-ce que la philosophie envisage les animaux? Souvent, ils sont envisagés par opposition aux humains, donc on va peut-être un peu réfléchir à ça.
Est-ce que vraiment les humains, c'est ceux qui possèdent la raison et le langage et pas les animaux? Enfin, donc tout ça, on commence à réfléchir un peu aussi à qui sont les animaux. Et puis, il y a une distinction entre le volet médiation animale et relation à la nature et puis le volet médiation équine. Voilà, vous voyez, là, on va s'intéresser à l'apprentissage chez les chiens, à l'apprentissage chez les chevaux. Comment est-ce que ces animaux-là, ben, font sens du monde autour d'eux, apprennent des choses, aller au-delà peut-être du simple conditionnement, pour là aussi encore essayer de comprendre aussi avec qui on travaille, hein, qui sont les animaux avec lesquels on travaille, en insistant sur la dimension de collaboration. Il y a aussi vraiment cette idée de comment est-ce qu'on va. L'idée ici, c'est de rassembler des informations pour se dire comment est-ce qu'on va travailler dans la collaboration en fait avec ces animaux. Et pour travailler dans la collaboration, ben, il faut, comme je disais aussi, mieux les comprendre, hein, mieux les connaître et 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 hem et essayer d'établir ce qu'on a enfin, des espaces de collaboration. Et puis ici, on a un module où on va prendre un peu plus on va s'intéresser de recul, un petit on va peut-être défocaliser un peu, on va plus s'intéresser à l'animal lui-même, mais à la relation entre les humains et et les animaux. Et on va se poser la question, mais au fond, comment est-ce qu'on se relie en fait aux animaux? Comment est-ce qu'on communique avec eux? Comment est-ce qu'on interagit avec eux? Comment est-ce que ça se passe finalement entre, des humains et des animaux? Et donc ici, on va voir quelques éléments de droit, en fait, de droit animalier, et ça, c'est important pour comprendre comment la société considère les animaux. Et puis aussi, si je veux mettre en place un dispositif de pratique avec des animaux, bah, bien entendu, je dois respecter le droit, hein. Les animaux ont des droits, en fait, qui sont aujourd'hui reconnus. Donc, bah, c'est bien de les connaître pour pouvoir les respecter. Puis on va s'intéresser à la communication entre les humains et les animaux. Comment est-ce qu'on peut l'étudier? Qu'est-ce qu'on peut en dire? À l'empathie dans les relations interespèces. Comment est-ce que je peux développer de l'empathie pour des animaux? Tout ça, c'est des troncs, ça sera des cours en tronc commun. Et puis alors on sépare selon les volets. Médiation animale et relations à la nature, ça va être un cours de pleine conscience et relations aux animaux qui sera donné par Patrick. Et puis du côté de la médiation équine, ça sera technique et sensibilité dans la relation avec le cheval aussi, donné par Patrick. Et puis ensuite, dans le module 4, comme je disais, là, on va s'intéresser au dispositif de médiation animale, c'est-à-dire ce qu'on met en place pour pratiquer la médiation animale. Et comment les évaluer, en fait? Donc là, je vais peut-être pas faire la liste de tous les cours parce que ça serait un peu long, mais voilà, on va s'intéresser à tous les dispositifs qui existent, ce qui a été fait par d'autres. Hem, Parce qu'évidemment, la médiation animale est quelque chose qui existe maintenant déjà depuis quand même très, très longtemps. Il y a des tas de dispositifs qui ont déjà été mis en place par des tas de gens partout dans le monde, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, enfin, et cetera. Donc on va pas tous les passer en revue, mais en fait, ça vaut la peine quand même d'avoir une petite idée. Si soi-même on veut pratiquer, ça vaut la peine de savoir un peu ce que d'autres ont fait. Donc ici, c'est un petit peu l'idée. Puis on va aussi s'interroger sur: «OK, mais comment est-ce qu'on peut évaluer le travail qu'on fait?» Parce qu'en fait, c'est pas si simple. Évaluer les projets de médiation animale. Alors, c'est pas si simple, mais c'est quand même important. Parce que si j'ai un projet et que je veux le faire accepter par mon institution ou par mon directeur, bah, il faut que, sans doute, il va falloir que je lui dise: «OK, on va faire ça, mais voilà comment on va pouvoir évaluer ce qu'on a fait, pour savoir si on continue, pour savoir». Donc, ça, c'est quand même important, en fait, cette histoire d'évaluation. Et puis, une petite séance qu'on a casée d'introduction de l'usage de la bibliothèque. Parce qu'en fait, donc en tant qu'étudiant au certificat, vous avez accès à toutes les ressources, de la bibliothèque de l'université de Liège, et puis on va vous encourager quand même, à lire, à vous documenter, hem et il y aura même des lectures obligatoires, mais pour ça, ça vaut la peine de savoir comment faire en fait, comment utiliser toutes ces ressources qui sont présentes à la bibliothèque. Et donc là, il y aura une petite séance de 3 heures en fait
pour vous initier à ça. Et puis ici, dans le module 5, on va un peu s'intéresser à ce qui se passe en fait au sein des dispositifs de médiation. C'est-à-dire comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut comprendre en fait le travail, enfin, les effets positifs des animaux, parce que c'est quand même quelque chose d'assez mystérieux en réalité, enfin, on pourrait dire, qui reste souvent présenté comme quelque chose de magique, un peu difficile à comprendre, au-delà des mots, enfin, etc., etc. Et donc, ça vaut la peine d'aller peut-être voir d'un peu plus près. OK, mais dans un dispositif de médiation animale, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui s'y passe? Comment est-ce qu'on peut essayer de se donner des outils pour décrire ce qui se passe entre le bénéficiaire et l'animal et l'intervenant, et pour essayer de le comprendre? Donc ça, c'est ce qu'on va faire en gros, dans ce module, tout en continuant à insister quand même sur la notion de collaboration. Et on a inclus en fait, dans ce module une histoire critique du confinement animal de Violette Pouillard. Alors il aurait pu aller dans un autre, hein, c'est aussi parce qu'on essaie que chaque module ait 24 heures de cours et donc parfois on doit un petit peu, jongler. Mais on a estimé que c'était important en fait cette histoire de confinement. Donc Violette Pouillard est une historienne qui travaille sur les zoos, parce que et donc qui a étudié les zoos et qui s'intéresse à la question du confinement animal, ça nous a paru important parce que ça met en perspective, en fait. Là encore une fois, c'est quoi les conditions dans lesquelles nos animaux vont travailler, en fait? Jusqu'à quel point est-ce qu'ils sont confinés dans un espace qui peut-être ne leur convient pas tout à fait? Enfin, ça permet encore une fois de mettre sa pratique en perspective. Puis module 6, comme je le disais, ça c'est un module qui est vraiment complètement séparé. C'est 2 crédits qui sont séparés, où là on se spécialise vraiment. D'un côté, ici, c'est relation à la nature pour le Marne, pour le médiation animale et relations à la nature. Et puis pour médiation équine, ce sera que médiation équine. Donc il n'y a euh, pas vraiment il y a un petit cours en commun ici qui est cheval, nature et snoozelen. Mais sinon, ça va être le travail clinique dans la nature, l'éco-psychologie. Il y a de la pratique, il y a une marche centrée, hein, expérience de la nature dans la nature. Donc ici, c'est en fait, il s'agit de passer une nuit dans la nature, pas tout seul. On est accompagné par Laurence, mais c'est vraiment explorer sa relation en fait à la nature, les peurs. Enfin, donc il y a vraiment toute cette dimension d'explorer à la fois la relation à la nature, mais aussi sa propre relation à la nature. Donc, et puis du côté de la médiation équine, où là, c'est toute une série de cours qui vont venir enrichir en fait la compréhension aussi de la médiation équine avec la Gestalt thérapie, encore un peu d'éthologie du cheval, la médiation équine avec le trauma, les neurosciences et la médiation équine. Donc tout ça va venir enrichir aussi la pratique et la compréhension. Module 7, ouverture pratique et partage d'expérience. Donc ici, il y a aussi un tronc commun, hein. Il y a la question du trauma qui est traitée, il y a la question justement de travailler avec les chevaux dans la perspective de rééducation. Il y a l'idée de l'approche systémique, comment est-ce qu'on peut mettre en place des dispositifs de médiation animale et puis en utilisant une approche systémique. Il y a quelqu'un qui va venir présenter son travail au sein d'une ferme pédagogique. Il y a Vanessa Ibsen qui va venir présenter son travail d'autres animaux que les chiens et les chevaux, puisque évidemment, la médiation animale, c'est pas que les chiens et les chevaux, même si c'est beaucoup les chiens et les chevaux. Donc, on essaie vraiment d'ouvrir à toute une série de pratiques très, très variées. Et puis, il y a aussi des cours qui sont un peu plus spécialisés, on va dire, du côté de la médiation animale ou de la médiation équine. Là, on est en petit groupe. Et puis, le module 8, comme ça va être les pratiques réflexives, analyse de situation professionnelle. Donc ça arrive au bout des 2 ans, enfin, après 1 an et demi. Hein, donc ça, c'est la deuxième année. Mais il y a quelque chose, mais ça, on expliquera lors du premier cours, hein, mais il y a quelque chose qui nous paraît important et de démarrer dès le début, c'est de son autobiographie de sa relation aux animaux. On a mis toute l'année
L'idée, encore une fois, on donnera des instructions beaucoup plus précises le moment venu, hein, mais l'idée, c'est vraiment tout au long de l'année, de garder un petit journal ou faire un petit journal, avoir un petit carnet dans lequel on prend des notes, mais très personnelles en fait, sur sa relation aux animaux et on vous invite vraiment à refaire un peu toute l'histoire finalement, de votre relation aux animaux dans votre biographie à vous, le rôle qu'ils ont joué dans votre vie et cetera. Donc c'est un travail assez réflexif, pardon, qu'on vient ensuite, partager en fait avec le groupe et c'est souvent, très, très, très intéressant en fait de voir ce qui émerge, de cette autobiographie. Et puis il y a, un retour du stage en grand groupe, supervision, analyse de situation professionnelle, intervision, et cetera. Et puis, le stage et le travail, de fin, de formation d'environ 60 pages. 50-60 pages, c'est en gros, hein, ce qui est attendu du travail de fin de formation. Véronique, je me permets Oui. de t'interrompre une seconde sur le stage. Est-ce que c'est au choix de l'étudiant ou bien est-ce qu'il est imposé? Combien de temps est-ce qu'il dure? Et voilà, oui, voilà. Où est-ce qu'on fait son stage Oui, et voilà. combien de temps est-ce qu'il dure? Oui, donc 40 heures, comme c'est indiqué ici, Oui, mais c'est le lieu est au choix de l'étudiant. d'accord. Et on peut l'étaler sur autant de semaines qu'on veut? Ces 40, on peut les étaler Oui, sur on plusieurs s'organise avec son semaines? lieu de stage, oui, mais oui, on s'organise avec son lieu de stage, ça peut être pendant les vacances, ça peut être, on fait tout en une semaine, ça peut être, 1 jour par semaine, pendant un certain temps, donc on s'organise vraiment, comme on l'entend. D'accord, et j'imagine qu'il y a une série de propositions qui peuvent être faites aussi aux étudiants qui n'auraient pas du tout de contact avec le Il y a monde des de la propositions qui médiation? peuvent être faites, oui, 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 oui. Il y a des lieux de stage qui sont notamment nos anciens étudiants qui accueillent souvent, volontiers nos nouveaux étudiants. Enfin bon, il y a, tout à fait. Mais Mhm. ça n'intervient que lors de la deuxième année aussi, le stage, hein. Ça Merci. En général, c'est plutôt la deuxième année. Est-ce Voilà, j'arrive à la fin. Donc d'un point de vue pratique, plus pratico-pratique, donc quand est-ce que se donnent les cours? En fait, les cours, ils se donnent, alors le vendredi soir de 18 à 21h, souvent en ligne, pas toujours, mais quand même le plus souvent, c'est en ligne. Alors je sais que c'est un format qu'on peut discuter, mais l'avantage, c'est quand même de limiter le déplacement parce qu'en fait, on a des étudiants qui viennent de loin quelquefois. Donc ça permet de ne pas faire un long déplacement jusqu'à Liège pour 3 heures de cours et le samedi, et on essaie souvent de coupler le vendredi soir et le samedi qui suit, comme ça on a une unité et le samedi alors, c'est en présentiel, hein, au Sartinement, ou à la ferme équestre quand ce sont des cours, qui de la médiation, équine et quelquefois dans d'autres lieux, mais enfin, c'est précisé, à l'avance. Enfin, globalement, c'est, au Sartinement. Les cours, ça c'est quelle fréquence? On essaie de mettre 2 semaines, par mois, mais parfois c'est 3 parce qu'il y a les congés scolaires, donc on essaie de ne pas mettre de cours évidemment pendant les congés scolaires. Je crois qu'il y en a pas. Hem, donc habituellement c'est 2. Il peut arriver que ça soit, 3 semaines, c'est beaucoup, donc on essaie d'éviter ça. Parfois c'est 1. Alors voilà, donc on essaie vraiment, d'éviter trop de cours au mois de janvier parce qu'avec des intervenants qui viennent de loin, parce qu'ils ont des problèmes de train, enfin bref, donc voilà, ça c'est globalement. Mais l'horaire sera communiqué, il est déjà quasi, Bénédicte, tu me corrigeras, mais il est déjà, quasi fait. Enfin, en tout cas un 1re mouture. Et puis, il y a des week-ends résidentiels, donc au niveau du certificat option médiation animale et relations à la nature, il y a 2 week-ends résidentiels qui se font à la station scientifique des Hauts-de-Fagne de l'université de Liège, au Mont Rilgui. Et puis pour l'option médiation équine, alors là, Patrick,
j'ai indiqué poursuite des séminaires selon l'horaire habituel à la ferme équestre parce qu'en fait, je ne savais pas exactement quel était l'horaire que. Mais bon, on va en reparler. Mais les 2 séminaires résidentiels au Marne, donc ça, c'est on loge sur place, hein, donc et c'est se fait évidemment durant un week-end. Un des 2 se fait du vendredi soir au dimanche midi et l'autre, se faisait habituellement durant le samedi et le, dimanche. Voilà, alors en pratique, ben, le coût, c'est 1 950 € pour 2 ans, pour tout, en fait. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Ici, les coûts des week-ends résidentiels, pour ce qui concerne le logement, sont pris en charge par la formation. Le logement au Montrigui est pris en charge par la formation. Par contre, pas la nourriture. La nourriture, c'est pris en charge par les étudiants qui s'organisent. Enfin, on a le temps d'y penser, mais donc pas la nourriture. Peut-être c'est important de souligner que la formation, bah, elle possède l'agrément pour les demandes de congé éducation. Donc, si certaines d'entre vous sont concernés, ben, on a l'agrément depuis cette année, en fait. Pour l'inscription, bah, il faut envoyer un CV et une lettre de motivation aux 3 responsables. J'ai remis les adresses mail ici. Et donc, les inscriptions, c'est possible bah, dès maintenant jusqu'au 27 juin. Nous, on lit vos dossiers, on fait, le cas échéant, un classement et on s'engage à donner une réponse pour la mi-juillet. Et dès le moment où vous avez une réponse, c'est-à-dire que vous êtes admis, heu, ou pas, mais admettons que vous êtes admis à vous inscrire, il faut compléter alors le formulaire d'inscription au niveau de la formation continue pour le 30 juillet. Alors, comme toujours, comme dans chaque année, il y a toujours des personnes qui finalement ne s'inscrivent pas. Donc, on a une liste d'attente, hein, et les personnes qui au 30 juillet, quand, au 30 juillet, il y a disons, 2 personnes qui ne se sont pas inscrites ou 3 personnes qui ne se sont pas inscrites, bah, alors on va rechercher les personnes qui sont sur la liste d'attente. On les contacte donc, bah, début août. Dès qu'on sait exactement combien de places sont disponibles. Et alors, elles sont invitées à compléter leur inscription pour le 15 août. Alors, je sais que ça tombe pendant les vacances, mais on ne saurait pas faire autrement. Et le début de la formation, alors la formation débute alors au début octobre. Voilà, donc là j'ai terminé de parler, donc je vais laisser la place aux questions ou aussi, Bénédicte et Patrick, si vous voulez peut-être ajouter des choses que je n'aurais pas dites. Donc je vais arrêter mon partage d'écran, enfin je vais interrompre mon partage d'écran, arrêter le partage. Voilà. Alors, bah, je propose, oui, Bénédicte et Patrick, je ne sais pas si vous voulez prendre la Nous sommes parole. là. Mais j'ai essayé de suivre un petit peu toutes les questions, mais j'imagine que peut-être, Séverine, tu les as regroupées par thème, donc je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède pour aborder. Il y a certaines questions qui se regroupent. Alors, il y a une Donc question voilà. effectivement qui est criante, hein, c'est quelles sont les conditions d'admission? Qui peut s'inscrire? À quelles conditions? Donc, on voit qu'il faut être titulaire d'un diplôme de 2e cycle de l'enseignement supérieur, ou bien, dans le cas où on n'a pas ce diplôme, il faut faire valoir une expérience professionnelle de 5 ans dans un domaine que vous citez. Mais ça peut être aussi un peu plus large. Et alors, en lien avec cette question, mais, est-ce qu'il y a un prérequis dans le domaine scientifique? Est-ce qu'il faut avoir des bases en bio, etc., pour suivre ce certificat? Voilà, je vous jette la balle. Alors, on va peut-être scinder la réponse en 2 parce qu'en fait, les conditions d'admission sont différentes pour le Marle, enfin pour la médiation équine, enfin pour le volet médiation équine et pour le volet médiation animale et relations animales, mes relations à la nature, pardon.
Donc globalement, en effet, pour s'inscrire, là, il y a plein de questions qui arrivent. Donc globalement, en effet, pour s'inscrire, il faut avoir un diplôme de 2e cycle, un bachelier, en fait, donc être titulaire d'un bachelier. Il n'est pas nécessaire que ça soit un bachelier en sciences, hein. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances en biologie, on n'a pas besoin de... Donc typiquement... typiquement des psychologues, des infirmiers, des infirmières, des éducateurs, éducateurs, des enseignants, des assistants sociaux. des assistants sociaux. Donc toutes ces personnes peuvent s'inscrire, mais c'est vrai qu'on leur demande d'avoir c'est mieux d'avoir une expérience professionnelle parce que c'est pas une formation théorique, quoi. Donc c'est quand même mieux d'avoir une expérience professionnelle avec laquelle on peut mettre en rapport ce qu'on apprend dans la formation. Alors il y a toujours des exceptions. Voilà. D'où l'importance C'est du aussi sur dossier. base du dossier. Voilà, c'est aussi sur base du dossier et aussi quand même, donc ça c'est un peu plus les critères de sélection que les conditions d'admission, mais ça dépend aussi beaucoup de la lettre de motivation, de ce que la personne veut faire, enfin tout ça. Donc vraiment, on vous encourage à être assez explicite dans votre CV, votre lettre de motivation sur quelles sont vos intentions et les raisons pour lesquelles vous souhaitez entreprendre cette formation, en fait. Donc, si les participants ne collent pas spécifiquement aux conditions d'admission qui sont reprises sur le site dont je vais mettre le lien dans le chat, ils peuvent tout de même déposer un dossier d'admission. Enfin, ils peuvent déposer un dossier que vous allez analyser. Oui. Est-ce qu'un BTS peut convenir aussi? Je ne sais pas ce qu'est un BTS. Alors, Alors, la personne qui a posé la question peut peut-être expliquer, parce que je vois que c'est un diplôme professionnalisé de 2 ans, brevet de technicien supérieur, c'est un diplôme français. Là, il faudrait peut-être au cas par cas. Oui, il faut voir. Oui, il faut voir aussi s'il y a de l'expérience professionnelle derrière ou si c'est... Voilà, parce que il faut quand même... Oui, il faut voir. Voilà, typiquement, je vois une personne qui n'a pas de diplôme universitaire ni bachelier, mais elle a une pratique professionnelle de plus de 20 ans en tant qu'éducateur et 5 ans en hypothérapie. Est-ce qu'elle peut postuler? Oui, a priori, oui. Oui, exactement, c'est ce que je me disais. Ok, alors une question concernait le passage d'une année à l'autre. Quels sont les critères de réussite? Valoriser des crédits, j'imagine. Il faut réussir Comment est-ce que ça se passe? Ah oui, ça c'est une bonne question. Tiens, oui, en fait, le passage d'une année à l'autre est automatique. C'est une formation de 2 ans. Il n'y a pas d'évaluation au terme de la première année. Ok, Donc, on est inscrit pour 2 ans, on fait les 2 ans. ok, on s'engage pour les 2 ans. Pardon. On s'engage pour les 2 ans. Et est-ce qu'on paye le Minerval pour les 2 ans ou bien est-ce qu'il peut Oui. être étalé? Il peut être étalé, mais il faut qu'il soit payé dès la fin de la première année. Donc, il y a des conditions d'étalement qui sont disponibles auprès de la formation continue. Ça, c'est des conditions enfin, ça, c'est le service de la formation continue, en fait, qui gère ces questions financières, je vais dire. Donc, il y a une possibilité d'étalement, mais en tout état de cause, il faut que... faut pas dire, je vais payer la moitié la première année et l'autre moitié la deuxième année. Ça, ce n'est pas possible. Mhm. Ok, je viens de glisser dans le chat le lien vers les conditions d'accès, donc très formelles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller. Vous avez aussi un onglet contact qui vous donne les coordonnées du service de la formation continue. Donc ce service administratif qui va vous inscrire en fait dans le certificat. Mais peut-être, Patrick, tu voulais peut-être préciser les conditions pour l'option médiation équine. Oui, alors elles sont basiquement les mêmes, mais en plus, pour s'inscrire dans l'orientation médiation équine, il est nécessaire d'avoir effectué les, les séminaires qui sont donnés à Louvain-la-Neuve. Ces séminaires, pour information, ce sont 2 cycles de 4 week-ends qui sont donnés, l'un on va dire grosso modo, sur le quadrimestre d'automne et l'un sur le semestre de printemps. Donc, si ce n'est pas votre cas, voilà, il est possible de vous inscrire dans l'orientation Marne, médiation animale et relations de la nature. Mais pour la médiation équine, il faut avoir effectué. Donc, normalement, on se connaît déjà.
puisque Avec vous avez peut-être, suivi avec nous à Louvain-la-Neuve ces séminaires et normalement vous êtes dans les conditions de ce fait-là. Alors je précise que l'année actuelle, la cohorte actuelle n'a pas tout à fait terminé son dernier séminaire, mais c'est prévu. Vous serez attesté comme ayant effectué ce deuxième cycle, ce deuxième séminaire, euh, même si la date limite est le 27 juin. On en a bien conscience et ce ne sera pas du coup un problème de ce point de vue-là. Voilà, comme ça vous pouvez être rassurés. Voilà. Alors, j'ai une autre question qui est revenue je peux plusieurs faire fois dans une le toute chat. petite Oui, rajoute. oui, je vous en Euh, prie. et ça fera le lien avec une autre question, c'est que donc il y a ces deux orientations, médiation animale et relation à la nature d'un côté, médiation équine de l'autre, mais pour autant il faudrait pas imaginer qu'on n'entend pas du tout parler de chevaux dans le volet relation aux animaux et relation à la nature. Et donc ça rejoint une autre question qui a été posée, c'était finalement de quels animaux parle-t-on? Et donc là peut-être effectivement annoncer que dans cette formation, à la fois dans le tronc commun, mais aussi dans le volet médiation animale et les relations à la nature, il va être question de chiens, de chevaux, de chats, aussi de petits animaux, lapins, kobés, également des animaux susceptibles de vivre dans une ferme. Donc voilà, la multiplicité des animaux est quand même à souligner dans le cadre de cette formation. Et donc, on entend parler de chevaux, même si on n'est pas inscrit dans l'orientation spécifique médiation équine. Donc, on entend parler de médiation équine aussi de l'autre côté. Ok. Je passe à une autre question. Donc, alors c'est aussi une question qui est revenue plusieurs fois, c'est quel est le profil des participants actuels? Est-ce que vous avez des témoignages d'anciens? Qu'est-ce qu'ils disent les anciens? Où est-ce qu'ils se retrouvent après, puisque vous avez une historique qui est déjà longue? Est-ce que vous où est-ce qu'ils travaillent? Que leur apporte la formation en fait? Bénédicte, peut-être je pourrais te laisser répondre puisque c'est dans la prochaine newsletter. J'ai vu que tu avais plein dont j'ai vu le brouillon, mais elle n'a pas encore paru, mais j'ai vu que tu avais plein de témoignages d'anciens. Oui, Euh, effectivement, c'était un petit peu l'idée de coordonner ça avec les candidatures et les inscriptions qui se font maintenant. Donc, je m'occupe une fois par mois de faire une newsletter relative à ce certificat et dans celle du mois de juin, ben, j'ai essayé précisément de solliciter les témoignages des étudiants et étudiantes actuels pour qu'il relate un petit peu quelques mots au sujet du parcours de ces 2 ans. Et donc voilà, ça va paraître tout prochainement. Donc il n'y a pas d'étudiants ou d'étudiantes présents à la séance pour l'instant. Et donc, effectivement, pour faire le lien avec des questions qui apparaissent dans le chat, c'est vrai que ce diplôme, finalement, ce qu'on en fait, ça va aussi dépendre de la formation initiale. C'est-à-dire que si on est psychologue, clinicien ou clinicienne, eh bien, fatalement que, au terme de la formation, se lancer dans un travail avec en associant des animaux à sa pratique de psychologue clinicienne, ben voilà, c'est quelque chose qui devient faisable. Donc, ça dépend très fort de l'orientation initiale de la personne. Dans les profils, on l'a déjà un petit peu mentionné, mais c'est vrai que, par exemple, cette année, on a des psychologues, cliniciens ou cliniciennes, des infirmiers, des infirmières, des éducatrices, des médecins psychiatres. Il nous est arrivé d'avoir des biologistes aussi, enfin voilà, des profils très, très variés, des institutrices aussi, donc vraiment des Ça a profils l'air de variés. fonctionner mieux. On Et va donc, voir. ce qu'on fait au départ enfin, à l'aide de ce certificat va dépendre quand même essentiellement de la formation initiale. Du coup, j'ai un peu perdu le fil. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et qui ne le sait pas. Je ne sais pas. Enfin, voilà. Peut-être la personne Et s'en est rendu compte. tu évoquais Euh, la newsletter. Est-ce qu'on peut imaginer de la transférer à l'ensemble des personnes qui ont manifesté leur intérêt pour cette séance?
En tout cas, on peut effectivement transmettre le lien pour l'ouvrir quand elle sera Oui, apparue. C'est tout bientôt, c'est imminent. Et donc, ça permettra parfait. effectivement aux personnes d'avoir certains témoignages. Ok, Je peux peut-être merci. ajouter, parce qu'il y avait aussi ça dans la question, dans ce que j'ai entendu, c'est que deviennent les gens après, Oui, comment est-ce que le lien est maintenu. Alors, il est notamment maintenu par cette newsletter régulière que Bénédicte assure, mais aussi, et là c'est en marge, ça n'est pas directement lié lié au certificat, mais on l'a évoqué, il y a désormais une association professionnelle autour de la médiation animale, qui constitue donc un réseau de gens, et il y a pas mal dans ce réseau, il y a pas mal de gens qui sont des anciens du certificat. Et je le mentionne aussi parce que ça peut rassurer par rapport à la nécessité à un moment de se trouver un lieu de stage. Il y a des répertoires qui existent et qui peuvent être aidants à ce niveau-là. Et donc c'est l'association AMAT dont on a parlé en tout début de séance. et Est-ce qu'il justement, le stage, est-ce qu'il peut être effectué hors Belgique pour les participants qui Oui, seraient distants? Oui, oui, après, alors c'est peut-être bien que la personne connaisse un tout petit peu peut-être l'endroit où elle va. C'est vrai que parfois les étudiants ou les étudiantes nous demandent, tiens, c'est bien d'aller là. Et donc, bon, un stage, on y passe quand même 40 heures, donc c'est bien de s'y sentir bien un minimum. Donc voilà, parfois s'assurer que on ne va pas se trouver dans un endroit qui nous mettra dans un inconfort profond. C'est parfois bien, quoi, de veiller à ça. ok. Alors, je parcours les questions. Évidemment, il y en a beaucoup dans tous les sens. Les témoignages, on en a parlé. Je peux peut-être dire un mot sur... il y avait des questions qui tournaient autour, est-ce qu'il y a des matières éliminatoires ou quelles sont les conditions pour réussir? Alors, on a déjà précisé qu'il n'y avait pas d'examen pour passer de la première à la deuxième année. Donc, peut-être préciser qu'il n'y a pas de matière éliminatoire. Préciser également que les présences sont prises lors des cours et donc on demande que la formation soit suivie à 80%. Et que suivre la formation à 80% donne et avoir réalisé les travaux, ça correspond en fait à obtenir une attestation de suivi des cours. Mais pour avoir une attestation, enfin pour avoir le certificat et avoir la preuve qu'on a réussi ce certificat, il faut non seulement avoir suivi 80% des cours, mais avoir réalisé le stage et le rapport de stage et rédigé un travail de fin de formation. Et est-ce qu'on peut s'attarder sur le travail de fin de formation? En quoi est-ce que ça consiste concrètement? Qui Qui se veut lance? présenter? Qui se lance? Oui. Alors, c'est un travail personnel qui peut prendre plusieurs formes, soit l'examen d'une question, d'un problème, de la médiation animale ou la médiation équine pour tel type de population, ou l'examen d'un dispositif de médiation. Donc, c'est une mini-étude, on va dire, qui peut prendre aussi la forme d'un projet. Par exemple, il y a certains étudiants qui n'ont pas encore de pratique de médiation animale. Bah, pour leur travail de fin de formation, ils vont se renseigner, ils vont faire un stage et puis ils vont se renseigner sur bah, comment est-ce que je pourrais mettre en place ce projet que j'ai envie de mettre en place. Et donc, bah, ils vont se renseigner sur le sujet, ils vont lire, ils vont essayer peut-être aller interviewer des gens qui pratiquent pour essayer de savoir un peu quelles sont les difficultés. Donc, ils vont concevoir en fait un projet. Donc, ça, c'est aussi une possibilité de travail de fin de formation. Donc, il y a, en gros, je dirais, enfin, vous me corrigez, hein, Patrick et Béné, parce qu'il y en a peut-être aussi d'autres au niveau du MEU, du volet médiation équine. Mais en gros, c'est une, c'est une étude personnelle, en fait, sur un sujet choisi par l'étudiant ou l'étudiante, et donc qui prend souvent une de ces deux formes, quoi. Soit élaborer un projet quand on n'a pas encore de pratique, soit travailler sur
par exemple, je vais m'intéresser au travail de médiation animale avec des enfants du juge, ou je vais m'intéresser au travail de médiation animale avec au tribunal, ou je vais m'intéresser avec la situation dans la police. Enfin, donc ça suppose de réunir de l'information, de faire des lectures, de, et d'analyser un peu par soi-même certaines situations pour voir ce qu'on peut en tirer, comment on peut les comprendre, enfin, voilà. Et oui, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Il y a une Bien. question qui ressortait aussi, c'est est-ce qu'on peut valoriser son lieu de travail pour les personnes qui travaillent, valoriser son lieu de travail pour y faire son stage, pour développer un projet à l'intérieur de sa profession avec des animaux. Est-ce qu'il y a un lien qui peut être établi entre sa profession actuelle, si ça se présente, avec les travaux qui sont demandés en formation? Pardon, je regardais le chat. Excuse-moi, Séverine. Est-ce que le stage peut, si on travaille dans Oui. le domaine déjà du soin et qu'on intègre des animaux, est-ce que le stage peut être sur son lieu de travail en fait? Et le travail de fin de formation, est-ce qu'il peut porter sur son activité professionnelle? Est-ce qu'on peut faire des liens entre l'activité professionnelle actuelle et la formation finalement? Pour le travail de fin de formation, certainement que si on a un projet de cet ordre-là, ça peut être une façon finalement d'élaborer son projet, c'est d'y réfléchir dans le cadre d'un travail de fin de formation. Pour le stage, ce serait sans doute à examiner parce que c'est quand même parfois bien d'aller voir un petit peu ailleurs comment les choses se passent, se déroulent et d'aller justement peut-être s'inspirer ailleurs. Donc voilà, il faudrait évidemment examiner le cas particulier qui se poserait le cas échéant. Mais en tout cas, oui, une des possibilités pour un travail de fin de formation, c'est de réfléchir au projet qu'on voudrait mettre en place. Ou soit à l'endroit où on travaille déjà, soit à un endroit où on voudrait, un endroit qu'on voudrait créer ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, un travail de fin de formation peut vraiment être lié à un projet, Ok. une étude de faisabilité, une réflexion, une façon de se remettre en mouvement après avoir travaillé déjà 10 ans dans une institution, dans un service ou ce genre de choses-là. Ok. Ben, je vais peut-être donner la parole à nos participants et participantes. Est-ce Je qu'il y peux a des juste encore questions? Ah dire oui, pardon. Oui. un petit volet qu'on n'a pas encore abordé, c'est concernant l'organisation des modules et des horaires. Je vais Oui. rassembler les deux questions que j'ai vues à ce sujet-là. Donc, on a présenté effectivement le programme de différents modules. Les cours, globalement, vont se donner dans cet ordre-là, mais il y a des exceptions, notamment la nuit centrée, par exemple, la nuit dans la forêt, on ne va pas le faire en janvier, même si chronologiquement, ça devait se passer dans le module 3, c'est-à-dire relativement au début. Donc, il y a certaines adaptations des modules qui sont essentiellement, en effet, dues au fait qu'on va plutôt favoriser ce type d'activité euh, dans des circonstances où il fait beau et chaud. Donc, les modules, les cours ne se donnent pas nécessairement de façon chronologique. L'horaire sera disponible globalement début juillet au plus tard, mais il est susceptible de modifications pour différentes raisons. D'abord parce que les intervenantes et intervenants, vous avez vu, ils sont quand même vraiment très nombreuses. Et donc, il peut arriver qu'il y ait des imprévus. Nous avons aussi des intervenantes qui viennent de France et parfois il y a des grèves de train, parfois il y a la neige, parfois il y a toutes ces choses-là. Et donc, oui, cet horaire est vraiment susceptible de modification. Évidemment qu'on essaye que ce soit le moins souvent possible parce qu'on a tous et toutes tout à fait conscience que c'est compliqué pour tout le monde en fait d'agencer une vie de famille, une vie professionnelle avec le suivi de ce certificat et une formation en plus de ça. Mais voilà, c'est une réalité très concrète, très pragmatique. On essaye vraiment que l'horaire soit maintenu, mais il arrive que des cours doivent être déplacés. Il y a peut-être une question que je vois qui est assez récurrente. Alors, j'ai essayé d'y répondre un peu dans le chat, mais je n'ai pas répondu de façon complète. Qui est finalement à quoi donne accès le certificat?
Est-ce que avec le certificat, j'ai le droit de pratiquer? Est-ce que en tant qu'indépendant, donc à quoi est-ce que ça donne accès à une profession? Donc la réponse, c'est non, ça ne donne pas accès à une profession. C'est donc un certificat d'université, ça n'est pas un diplôme reconnu comme les masters en psychologie, enfin, ou que c'est. Donc voilà, donc ça ne donne pas accès à une profession. Euh, En revanche, et là je vais donner la parole à Patrick, je crois, ou à Béné peut-être, mais en revanche, c'est quand même une attestation, enfin, du fait, ça atteste du fait que vous avez suivi une formation longue et ça atteste du sérieux en fait de la démarche. Et puisque donc en Belgique, la profession de médiateur animalier ou médiateur équin ou hypothérapeute, etc., c'est des professions qui ne sont pas reconnues. Donc, il n'y a pas de titre requis pour accéder à ces professions, puisqu'elles ne sont pas reconnues. Mais donc, il y a une réflexion qui est en cours au niveau de l'association professionnelle et même au niveau d'ailleurs de la région wallonne, qui voudrait réguler un petit peu tout ça. Mais là, je laisse la parole à Patrick et Bénédicte qui sont plus au courant que moi. Patrick, tu peux peut-être en dire un Ben, mot? oui, ben, donc je confirme ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas un accès reconnu à la formation, ce qui veut dire La que profession. ce qui veut, pardon, À la profession. à la profession, oui. Euh, Ce qui veut dire que ce qui compte ici dans ce genre de discipline et de ce genre de pratique, c'est à chacun d'entre nous, au fond, d'étayer notre pratique par de la formation la plus valable possible. Ce n'est pas légiférer, ce n'est pas de l'État ou de la loi qu'on va recevoir ce titre-là. C'est bien la raison d'être notamment de la fédération professionnelle que nous avons constituée, c'est d'apporter des éléments de, de reconnaissance collective, je pourrais dire. Et c'est évident que tout le travail d'analyse, d'appropriation de, de connaissances qui ont de bonnes bases, et notamment des bases scientifiques, vient étayer notre capacité à nous engager dans ces pratiques. J'ai même envie de dire, le fait d'avoir déjà une pratique ou de vous engager dans une pratique qui comprend de la médiation animale est une manière aussi de mieux profiter du certificat. Parce que enfin, pour celles et ceux d'entre nous qui ont déjà des débuts de pratique ou qui ont déjà une pratique établie, ça va venir précisément nourrir votre réflexion à l'occasion du certificat. Donc, pour résumer, l'accès à la profession ne vient pas d'une autorité extérieure. Elle n'est pas légiférée, donc ce n'est pas la question ici. J'espère avoir répondu de manière claire, mais je serais content d'être complété par Bénédicte. Non, ça me semblait très clair, Patrick. Alors, il y a une question sur une alternative à notre certificat d'université auprès d'une autre institution, une autre modalité à l'ULiège. Non. Il y avait une question aussi sur les possibilités de faire un doctorat. Oui, j'ai répondu. Ah oui, ah, d'accord. J'ai répondu dans le chat. Ok. Peut-être aussi, moi j'ai envie de répondre à une question qui concernait, qui concernait le fait d'être éventuellement auditeur-rice libre. Ah Et oui. donc non, ça nous ne faisons pas. Parce qu'on considère que la formation, c'est un parcours vraiment de 2 ans, en fait, très impliquant aussi pour la personne qui le suit. C'est pas une formation à la carte où on se dit, tiens, je vais juste prendre ce cours-là et puis pas celui-là. Enfin, on fonctionne pas du tout comme ça. Donc, non, il n'y a pas de cours où on peut être auditeur ou auditrice libre. C'est une formation qui engage la personne pour 2 ans. Oui, il faut savoir aussi que la formation fonctionne en autofinancement. Euh, donc euh, pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, donc on ne peut pas accepter des étudiants aussi au cas par cas qui viendraient comme ça.
un coup ici, un coup là-bas. Et puis pour le groupe, ça ne serait pas non plus. Enfin, je crois que c'est pas très bon pour le groupe. Et comme vous le verrez dans les témoignages que Bénédicte a recueillis, beaucoup insistent sur le soutien en fait du groupe. Et pour ça, c'est important d'avoir un groupe stable en fait, qui reste ensemble pendant 2 ans. Donc pas avoir des gens qui vont et qui viennent. C'est pas du tout ça l'idée en fait. Tout à fait. Il y avait aussi des étudiants qui se demandaient combien il y avait de personnes dans le volet Marne et combien dans le volet médiation équine. Donc, il y a 25 places pour le volet médiation animale et relations à la nature et 18 dans le volet médiation équine. Médiation équine, donc le volet médiation équine qui doit être précédé donc des séminaires 1 et 2 réalisés à la ferme équestre. Je précise aussi, il y avait cette question, il ne faut pas nécessairement posséder un animal préalablement. Au contraire, le certificat peut être une occasion de réflexion à ce sujet-là. Et donc, il ne faut pas du tout se précipiter maintenant en se disant, il faut que je fasse l'acquisition d'un chien ou que je fasse ceci ou cela. Que du contraire, en fait, le certificat peut être une occasion de se poser et de prendre le temps euh, pour réfléchir à la façon dont on a envie d'envisager cette relation, de travailler, et donc surtout pas de précipitation en la matière. Il n'y a pas la nécessité de posséder déjà préalablement les animaux avec lesquels on aspirerait à travailler. Alors, il y a encore une question. Bon, je crois qu'on a un peu répondu, mais elle est très précise. C'est est-ce qu'il est possible d'exercer de la médiation animale dans les Hauts en tant qu'indépendant, même si le diplôme initial n'est pas lié aux soins de santé? Est-ce que ce certificat permet d'exercer directement? Euh, on a que, encore une fois, vu que c'est pas comme je le disais, c'est pas un diplôme qui donne accès à une profession, il y a pas de réponse univoque, il n'y a pas une réponse qui serait valable dans tous les cas. On a des anciens étudiants qui se sont mis à exercer, qui n'étaient pas du métier au départ, mais qui, après le certificat, se sont mis à exercer dans des homes. Ça s'est fait au terme d'un parcours, au terme d'un stage, au terme de travail de supervision, d'un travail de fin d'études, de fin de formation, etc., au cours duquel ils se sont vraiment formés en fait dans ce type de pratique et où ils ont pu intégrer une activité professionnelle effectivement en tant qu'indépendante. Je pense à Annette Bénédicte. Donc c'est possible, mais encore une fois, c'est pas la règle, il n'y a pas un accès direct à la profession, quoi. Peut-être une question dans le chat qui concerne donc la formation des animaux associés. Évidemment que ça va dépendre des différents animaux qui sont amenés à collaborer avec les humains. Si on parle de lapins, de poules, ou d'un chien ou d'un cheval, ça n'est pas la même chose, ou 2 chevaux, ce n'est pas la même chose. Et donc, il y a un certain nombre de cours, à la fois théoriques et aussi expérientiels, qui tournent autour de l'éventuelle formation, puisque ça dépend des animaux, de l'éventuelle formation de ces animaux pour collaborer dans des dispositifs de médiation. Et donc, effectivement, il y a des tas de choses qui sont travaillées autour des différentes méthodes d'apprentissage des animaux, mais fatalement, ça dépend en fait des animaux. Donc, il n'y a pas compris dans la formation un module pour reprendre l'expression de la personne qui a mis cette thématique dans le chat, il n'y a pas un moment de dressage, par exemple, soit des chevaux, soit des chiens, mais il y a toute une réflexion, il y a des tas d'outils de réflexion autour des méthodes de formation des différents animaux, mais c'est très dépendant des espèces animales qui sont conviées. Alors, Patrick, il y a une question oui, aussi. Ouais. il y a aussi une question sur l'articulation entre, d'une part, les séminaires qui se donnent à Louvain-la-Neuve et le certificat. Donc là, euh, donc, pour les personnes qui veulent s'inscrire au certificat dans l'orientation médiation équine, elles doivent avoir effectué les séminaires 1 et 2 à Louvain-la-Neuve. Dans l'autre cas, des personnes qui auraient effectué le certificat Marne
dans son orientation Marne, au sens strict, pourrait par la suite, c'est déjà arrivé, demander à pouvoir s'inscrire au séminaire complété après par les séminaires en hypothérapie. Mais il n'est pas possible de faire le certificat médiation équine et ensuite les séminaires. Et puis aussi, si quelqu'un qui a effectué le certificat dans son orientation Marne décide après, demande à s'inscrire dans les séminaires, c'est possible, mais dans les limites des places disponibles. Et on va plutôt favoriser des personnes qui démarrent leur séminaire. Mais là, c'est une question de place disponible. Combien de personnes est-ce qu'il y a dans chaque cohorte Alors, il y a 18 personnes pour l'orientation médiation équine, Marne médiation équine. Dans notre petit jargon, on appelle ça le Marne-me pour médiation équine. Et dans le Marne au sens strict, là, je crois qu'il y a 25 places disponibles. Ok. Bien, on arrive au terme de cette séance d'information puisque le contrat s'était terminé à 19 heures. Il nous reste quelques minutes pour évoquer l'une ou l'autre question. Évidemment, on ne saura pas aborder les cas très très personnels de tout un chacun. Donc là, ça se jouera plutôt via le dossier d'admission. Est-ce que vous confirmez, Patrick, Bénédicte et Véronique? Tout à fait. Voilà. Et Donc, dans le doute, moi, j'invite les personnes en fait à candidater quand même parce que les personnes qui ont suivi le certificat jusqu'à présent, elles avaient quand même des profils extrêmement variés. Donc après, ça dépend quand même aussi fort de la motivation, du projet, de là où on en est dans son parcours, dans sa vie, de ce qui anime. Et donc vraiment, j'invite les personnes à ne pas faire les questions et les réponses toutes seules en fait, mais à candidater, à témoigner de ce qui les anime. Et puis, et puis voilà, enfin voilà, faut pas trop vite se dire, je crois que je ne réponds pas aux critères. Enfin voilà, on les a énoncés, ils sont là, c'est une base. Et puis après, ça vaut la peine de présenter son dossier. alors nous avons Lisa qui me dit, vous avez oublié ma question. Alors, je vous invite peut-être à prendre la parole, Lisa. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, donc, je vous ai expliqué qu'au début, donc, je suis en phase terminale et peut-être que l'année prochaine, oui, je vais en BTS. Et donc, je voulais savoir, est-ce que après un BTS, est-ce que c'est possible d'aller vers votre, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, l'université à Liège. Voilà, c'était ma question. Et un BTS de quoi? Ah oui, BTS DATR, développement de l'animation des territoires ruraux. Voilà. Difficile à dire, hein, c'est difficile à dire. Ça paraît un peu loin quand même de la médiation animale, mais par contre, il y a peut-être la question de la relation à la nature qui pourrait. Et il n'y a pas d'expérience professionnelle encore, c'est ça? En fait, dans mon BTS, on fera des projets, pas mal de projets, des stages aussi. Donc après, je ne sais pas si ça compte. Mais donc, si je comprends bien, là pour l'instant, vous êtes en l'année du bac, donc de toute façon, ce serait pas pour tout de suite, c'est pour après le BTS. Donc, ce serait en quelque sorte éventuellement pour postuler en 2027 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est juste que je m'intéressais beaucoup et que je veux un peu faire ça plus tard. Enfin, ça m'intéresse beaucoup cette formation, c'est pour ça. D'accord. Voilà. Mais donc, ce sera certainement en fonction des expériences que vous pourrez acquérir durant ce BTS et donc Oui. Et après? et après, voilà. Puisqu'un BTS, Ok. c'est 2 ans, donc Oui, c'est ça. faudra sans doute rajouter quelque chose après le BTS avant de Ah ok, un travail, enfin, travailler ou quelque chose comme ça. Ou avoir une expérience professionnelle, peut-être. d'accord, d'accord. Ok. Bah merci de m'avoir répondu à ma question. Avec plaisir.
Non, j'ai une personne qui demande comment elles peuvent avoir accès aux témoignages des participants, hein, que tu as évoqué, Bénédicte, tout à l'heure. Donc, Comment est-ce qu'on... donc la newsletter va paraître tout prochainement. Et Oui, dès que c'est fait, peut-être on peut communiquer le lien pour oui, avoir accès à cette newsletter via le site de l'ULiège. oui, tout On peut à peut-être fait. voir ça ensemble, Oui, Séverine, si ça te va. on, On fera ça oui. ensemble. Oui, il faut savoir que sur le site du laboratoire d'anthropologie de la Faculté des sciences sociales, on reprend des informations sur ce certificat et on reprend toutes les newsletters. Donc, vous pouvez aller lire des tas Ah oui. d'informations et de témoignages. Donc, il y a l'historique des newsletters. Donc, moi, je vais vous envoyer ce lien-là pour que vous puissiez aller un peu potasser et voir vraiment de quoi il retourne, en fait, très concrètement à travers ces écrits. Alors, je vois que Natacha lève la main. Je vous cède la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Question purement pratico-pratique. Le vendredi, on est en distanciel. Le samedi est censé être en présentiel. Est-ce qu'il y a des possibilités les samedis, en fonction du programme, d'envisager le distanciel? Non. Non. En Ok. fait, le samedi, c'est vraiment, c'est parce que la dimension de groupe, comme on l'a évoqué, en fait, et les étudiants vraiment témoignent de ça de façon très insistante, c'est que le fait de pouvoir vivre cela en groupe, ça fait partie, en fait, de la dimension apprenante, en fait, du certificat. Donc, euh, les modalités hybrides aussi, c'est souvent assez inconfortable, en fait, autant pour les personnes qui sont présentes dans l'auditoire que pour les intervenants ou intervenantes. Donc voilà, ça c'est le samedi, c'est présentiel. Mais bon, en général, comme vous connaissez très longtemps l'horaire à l'avance, bon, moyennant les quelques modifications qui, inévitablement, malheureusement, devront probablement survenir dans la prochaine édition, en général, il y a peut-être moyen de trouver à s'organiser, à planifier les choses. En tout cas, c'est la raison pour laquelle on va vous communiquer l'horaire le plus rapidement possible pour pouvoir justement planifier ça le plus à l'avance qu'il est possible. Alors, Merci. Oui, et j'ai envie de souligner la dimension de groupe et on encourage très fort, une fois que le certificat commence, on encourage très fort à former un groupe et qu'il y ait pas mal de liens entre les participants parce que c'est soutenant tant au niveau de la réflexion que pour les aspects logistiques comme du covoiturage tout simplement. Mais aussi alors, vraiment au niveau de la réflexion, ça revient tout le temps, vous verrez dans les témoignages, ça revient tout le temps. Il y a aussi mais- JP qui a levé la main. Oui, bonjour, c'est Justine. D'accord, désolée. Vous m'entendez? Oui. Oui, 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 voilà. En fait, je suis infirmière au CHU depuis 10 ans et je voulais revenir sur la question de Natacha sur le présentiel du samedi. Malheureusement, en tant qu'infirmière, je travaille, heureusement, moi, un week-end sur 3. S'il m'arrive de sauter un ou 2 samedis sur toute la formation, est-ce que c'est vraiment grave? un ou deux Non. samedis, ça va puisque le taux de présence qui est demandé, c'est Oui, 80%. Donc voilà, il OK, faut juste bien tenir à l'œil ça, puisque en effet, les présences sont d'accord. prises. OK, d'accord, ça va. Et l'horaire qu'on a à l'avance, on l'a sur toute l'année complète, avec possible Sur les modification, deux ans. je peux Sur comprendre, les hein. 2 ans. Sur les 2 ans. Ouais, sur les 2 ans. Quand on le Et mettra j'ai à vu, OK, ça disposition, va, ce sera sur les 2 ans. et j'ai vu ça va. passer une question de quand et par quel moyen est-ce que ce programme, cet agenda, ces horaires seront visibles, disponibles? Bonne alors, question. ben, donc tout sera disponible sur le site qui présente la formation dès que c'est disponible de votre côté. Donc, on peut l'envoyer à l'ensemble des personnes qui ont marqué un intérêt pour la formation. Est-ce que tu sais Euh, déjà, Béné, quand il sera... Parce que c'est un peu toi qui es en charge, pour le moment en tout cas. Donc, moi, je dirais début juillet au plus tard, quoi. ok. Hmm. Et alors, ce qu'on peut faire peut-être, c'est envoyer aux participants le PowerPoint que vous avez présenté parce que Oh oui, il y a pas mal de choses qui s'y trouvent et je pense que
que nos participants pourront le passer en revue, puisqu'on arrive vraiment au terme de cette séance d'info. Et donc, voilà, on va vous envoyer la présentation par email, le lien vers la retransmission de cette séance. Et s'il n'y a plus de questions brûlantes ou qui soient générales, je propose de libérer tout le monde alors. Et j'imagine que les participants peuvent vous contacter tous les Oui, c'est ce que trois. j'allais dire, c'est que je suis Voilà. tout à fait disponible, donc n'hésitez pas, hein, voilà, en tant que coordinatrice, je répondrai volontiers à toutes les questions peut-être plus individuelles que vous pourriez vous poser, donc surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Eh bien, il me reste à remercier alors tout le monde, tous nos participants pour leur présence. C'est très enthousiasmant de voir cette présence par un beau temps comme ça de surcroît. Et merci à nos intervenants pour leur présentation qui était hyper claire et très stimulante. Ça donne envie de s'inscrire en fait.